Bonjour tout le monde. C'est à mon tour de remercier le comité de l'ARN de m'avoir invité à co-présider cette dernière session avec mon ami le Dr Flamouchi. Et on va commencer par aborder un sujet qui nous intéresse tous en tant que médecins. C'est la conduite à tenir devant un patient revendicatif. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sonia Aïd Salah pour nous éclaircir sur ce point-là. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis honorée d'être là. C'est une grande joie pour moi de pouvoir participer à ce congrès et d'amener éventuellement, on va dire, une petite pierre à cet édifice. Et je voudrais remercier Dr Manès et l'association de m'avoir conviée pour cette journée. Alors, avant de commencer, je suppose que vous voulez savoir qui je suis. Donc, je ne suis pas médecin, voilà. Je soigne à ma manière, mais je ne suis pas médecin. En fait, je suis praticienne en neurosciences, coach et formatrice. Je suis dans les techniques comportementales depuis à peu près 20 ans. Et parallèlement à ça, je suis un coach social dans une école de la deuxième chance qui fait de la réinsertion sociale pour les jeunes en abandon scolaire. Ma troisième casquette, ce serait de dire que je représente le Maroc auprès des pays francophones à l'international. Donc je suppose, comme tout le monde, on a plusieurs vies. Et bon, bah, aujourd'hui, ma vie, c'est d'accompagner l'humain pour qu'il soit serein dans une société quand même qui est complexe et où les choses avancent très très vite. Voilà, je pense que c'est suffisant sur moi. Ça vous va? Ok. Comment? C'est pas important le CV, c'est ce qu'on en fait en fait. Alors, donc pour commencer, on m'a demandé de présenter un patient revendicatif. Alors, avant de vous expliquer un peu l'approche, je pense que vous avez très très bien travaillé aujourd'hui, vous avez eu beaucoup d'infos, vous allez utiliser toutes les nouveautés. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de s'amuser un petit peu et de réfléchir à qu'est-ce qu'un patient revendicatif. Et pour faire encore plus connaissance, je vous propose de travailler en binôme, donc la personne qui est à côté de vous, et de faire une petite introspection, une réflexion sur qu'est-ce qu'un patient revendicatif pour vous. Quelle est la pensée qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce patient? Et y a-t-il une émotion associée à ce moment? Alors on va essayer de faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je vous donne 30 à 40 secondes. Vous vous interrogez votre voisin sur qu'est-ce qu'un patient revendicatif. Est-ce que ça vous va, c'est clair ou... Oui, d'accord. C'est entre vous deux, binôme, votre voisin, vous partagez votre expérience. Hein? Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous un patient revendicatif? Hier, dans les pauses, je demandais un petit peu aux gens et j'ai eu plusieurs réponses. Alors, ce serait bien que vous preniez conscience qu'est-ce qui est pour vous un patient revendicatif. Voilà. Et quelle est l'émotion quand vous pensez à ce patient qui rentre dans votre salle d'attente et qui commence à crier, à s'énerver, qui n'est pas content ou qui, au moment où vous faites le diagnostic, n'est pas satisfait? Quelles sont les pensées qui vous viennent à ce moment-là et quelle est l'émotion qui vous vient? Alors, hein? C'est bon, on va faire un petit partage. J'ai entendu déjà ici quelque chose de très intéressant. J'ai envie de le frapper. C'est pas mal, hein? Quelqu'un d'autre veut partager? Pardon? On a envie de l'adresser chez quelqu'un d'autre. En fait, on veut s'en débarrasser. D'accord? Qui ne reviennent plus. Ok. Quoi d'autre?
Il n'est jamais satisfait. Ça, c'est la pensée qui vous vient à l'esprit. Au niveau de l'émotion, vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez identifier une émotion? Comment? C'est le stress. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Frustration. Quelque chose d'autre? La rage. Sensation d'échec vis-à-vis de cette personne. Oui. Quelqu'un d'autre? Tant des années. Pourquoi? Finalement. Ça sert à rien. Oui. Oui. Il n'est jamais satisfait de ce que tu lui fais. Il n'est jamais satisfait de ton examen, ton ordonnance. Quand il revient pour le contrôle, il te dit bon, rien ne fait rien. Oui. En fait, dans ces situations, ce patient, il touche des valeurs chez vous. Les valeurs de respect, les valeurs de confiance, les valeurs du savoir. Est-ce que je suis un bon médecin? Est-ce que finalement, il ne va pas aller s'amuser et me faire une presse, etc., etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est en fait l'approche des neurosciences et l'approche neurocognitive. C'est surtout comprendre le fonctionnement du cerveau. Et dans le cerveau, je ne vous apprends rien, excusez-moi avec toute humilité, parce que je ne suis pas médecin, je vais peut-être dire des mots faux, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle des gouvernances cérébrales. Et donc, selon la situation, il y a des situations qui sont adaptées et d'autres non. Donc, pour vivre la chose, parce que c'est bien beau d'entendre, mais je pense que c'est bien de travailler sur tous les sens du corps humain, la kinesthésie, l'ouïe et tout ça, le système vaco. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est avec votre main gauche, de la mettre devant et de faire des cercles. Dans le sens des aiguilles d'une montre. OK. Et puis avec votre main droite, vous dessinez un carré. Non, vous baissez votre main et vous dessinez un carré. À gauche, un cercle, et la droite, un carré. Et après, en même temps. Allez, essayez. C'est pas possible, hein? Non? Qui c'est qui arrive à le faire? Comment? Non, mais les deux en même temps. Cercle, carré. Cercle, carré. Comment? Ralenti. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a fait cet exercice, mais avant, on va aller sur les objectifs donc, de ce petit atelier. Alors, je voudrais vraiment remettre la communication au cœur de la relation de soins. Vous travaillez très dur, vous avez des horaires chargés, vous avez des cas lourds, et souvent, ce n'est pas évident de garder une relation avec le patient, une relation de bonne communication. Alors, qu'est-ce qu'un patient revendicatif? Est-ce que c'est un patient difficile? Est-ce que c'est un patient anxieux? Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, j'ai plus eu du retour sur vous, mais pas comment vous le définissez. Vous avez remarqué? C'était surtout vous, mais vous n'arrivez pas à mettre une étiquette sur qu'est-ce qu'un patient revendicatif, en fait. Est-ce qu'il est exigeant? Plaintif? Insatisfait? Comment? Bien sûr, bien sûr. Attention, là, je suis pas là pour faire votre constat ou celui du... L'idée, c'est vraiment d'aller dans un atelier de réflexion un petit peu différent de ce que vous avez eu et de voir si on peut mettre des outils en place pour, en fait, apporter plus de qualité à la vie au travail. C'est ça l'objectif. Donc, comment gérer ce patient sereinement et comment mieux le prendre en charge? Parce qu'en fait, dans la prise en charge, il y a la prise en charge clinique,
mais il y a la prise en charge du self-management de la personne en elle-même et de vous-même aussi. Est-ce que ça va jusque-là? C'est clair? Ok. Alors... donc j'arrive à cette histoire du patient, vous l'imaginez. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est de mauvaise foi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est dans le déni? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est timide ou qu'il est tout simplement stressé? J'ouvre la réflexion. Hein. Comment? Un peu de tout ça. Comment? Probablement. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse sûre, donc moi, je suis dans l'ouverture. Et pour ça, je voudrais expliquer, en fait, notre approche, l'approche de l'ANC, c'est-à-dire le neurocognitivisme. C'est une approche qui a été fondée par Jacques Fradin, peut-être quelques-uns ont entendu parler de lui. Donc, Jacques Fradin est à Paris, il a créé l'Institut du monde environnemental à Paris en 1987. Et l'objectif, c'est de développer une approche scientifique, mais aussi une approche qui est, on va dire, transversale et horizontale, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de plusieurs approches de la psychologie, des théories de Laborie, mais aussi du comportement de la personne dans son environnement. Donc c'est très important, le mode de vie, le comportement et l'individu en tant qu'être à part entière. Alors, ce qu'il pense, lui, donc c'est son approche, et il dit que, en fait, notre cerveau a 4 gouvernances. Et dans ces gouvernances, je vais commencer à utiliser le progrès quand même. Donc, au niveau des... C'est l'inverse, voilà. Au niveau de ce territoire que l'ANC appelle reptilien, et je sais que les médecins n'aiment pas ça parce que je crois qu'ils préfèrent appeler l'hypothalamus ou quelque chose comme ça. En fait, cette partie-là, c'est la partie qui nous rapproche le plus de notre instinct animal. Et en fait, cette partie, elle est plus dans les choses automatiques que nous faisons. Se doucher, conduire, vous arrivez à un moment, vous conduisez, vous parlez au téléphone, vous regardez à côté, ça devient tout à fait automatique. Donc c'est une partie du cerveau qui, elle, est plus dans le connu, mais en même temps qui réagit à l'inconnu. Et elle est très très proche au niveau du fonctionnement neuronal. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à déclencher les émotions, les émotions primaires. Donc l'anxiété, la colère, le découragement. On ne va pas s'intéresser aux autres parce que ce n'est pas le but du jeu. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. C'est la partie préfrontale. Pourquoi c'est la partie préfrontale? C'est en fait celle qui est la gestion, celle qui gère mieux les émotions, celle qui prend du recul, celle qui est dans la résolution de problèmes. En fait, c'est celle qui est le plus confortable. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose inconfortable, une situation inconfortable. Je rentre dans la salle d'attente, il y a quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, il y a un circuit qui se met en route. Et ce circuit, c'est une alerte, en fait, et qui va dire que j'ai besoin de m'adapter. Donc ça prend du temps chez certaines personnes, d'autres, ça va plus rapidement. On n'est pas égaux face à ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'il y a des parties qui sont de très bons copieurs et qui sont sur mode automatique. Et c'est pour ça que je vous ai fait l'exercice. L'exercice du rond et du carré. En fait, ça, c'est très simple. On sait. On l'a déjà fait. C'est connu. Ça ne nous demande pas d'effort. Pareil, le carré, c'est facile. Mais le fait de faire les deux, pour les personnes qui ne sont pas habituées, ils vont avoir du mal. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des choses que vous faites que moi, je ne peux pas faire, ou bien que l'autre ne peut pas faire. Après, c'est une histoire d'entraînement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, et plus il est dans l'ouverture. Voilà. Donc, voilà.
Alors, ce qui se passe, c'est que, ça c'est une IRM qu'on nous a envoyée donc, de l'Institut, et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la personne qui est sous mode stress, eh bien, elle va développer ce qu'on appelle des dimensions mentales. Ces dimensions mentales, c'est la théorie de Jacques Fradin, qui sont dans la routine, la rigidité, la simplification, la certitude, l'empirisme et l'image sociale. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, bah, de toute façon, ce patient, c'est du déjà vu, je le sais, il est toujours comme ça, il n'y a pas de raison pour qu'il change. La routine, donc c'est vraiment des choses qui sont hein, ça c'est je sers à l'ordonnance, donc c'est des choses bon, qui reviennent. Et en même temps, on devient rigide parce que ça touche nos valeurs et puis ça nous fait perdre du temps et ça nous fatigue. Et donc, automatiquement, on va devenir fermé. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Est-ce que ça vous intéresse? Oui? Ça vous parle? Super. Moi aussi, ça me parle parce que tout à l'heure, avant de commencer, j'étais dans la routine, rigidité, tout ça, parce que j'avais la trouille. Donc maintenant, ça va mieux. Alors, donc, l'autre partie de l'IRM qui est en mode adaptatif, c'est au moment où la personne est en méditation. Soit en méditation, soit elle fait quelque chose qui la connecte à l'instant présent. Et donc, au niveau de la gouvernance cérébrale, tout le monde lâche. Et il y a le préfrontal qui prend le lead. C'est lui le leadership à ce moment-là. Et donc, ce leadership, il va être dans la curiosité. Il va dire, ouais, tiens, ce patient, maintenant, ça commence à être intéressant. 3 fois, j'aimerais bien lui poser la question, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a peut-être, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a peut-être quelque chose qui me manque. Et donc là, on est vraiment dans la curiosité. L'adaptation, ben, moi, je suis là pour le soigner. Donc, il va bien falloir que je m'adapte et que je sois... En fait, ce qui est intéressant, je dis toujours ça à mes enfants, je leur dis, quand vous avez une situation problématique, faites-en une ressource. Convertissez ça en projet. Donc, c'est comme si vous vous amusez. Et là, automatiquement, vous avez un confort personnel. Donc, la nuance, la relativité, la réflexion logique et l'opinion personnelle. Contrairement au mode automatique, l'image sociale, c'est que si je suis sur mode automatique, je vais me dire, il va me casser la baraque. Il va aller dire que le médecin, il n'est pas bon, j'ai pas été soigné, j'ai été plusieurs fois, toute ma famille a été. Donc là, pour vous, ça touche votre image. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, on peut utiliser les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est limite. Or, l'opinion personnelle, c'est vous. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui montrer? Et voilà ce que je décide. Donc, c'est vraiment indépendamment de l'image sociale. Alors, donc, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, en fait, quand on est sur mode automatique, on est en manque d'adaptabilité. Alors, ces situations, vous pouvez même les comparer dans un embouteillage, vous pouvez les comparer avec vos enfants, vous pouvez, dans n'importe quelle situation, à un moment, vous avez, ça chauffe, vous n'êtes pas en situation adaptative. Votre comportement n'est pas adapté à la situation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des signaux, donc de notre instinct animal, qui fait qu'on vous dit, attention, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Alors, malheureusement, je ne sais pas pourquoi l'être humain, il a quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'animal, c'est que parfois, il continue à faire des choses qui lui font mal. L'animal, non. Hein. L'animal, il ne va pas aller manger quelque chose. Il sent... Nous, on sait que parfois, des situations sont fatigantes, stressantes, et on continue à se faire du mal. Bon, alors la bonne santé, là, je pose le point d'interrogation. Donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, donc voilà. L'idée, c'est de pouvoir basculer dans l'autre mode adaptatif. Alors, comment basculer dans l'autre mode adaptatif? Bon, il y a plusieurs techniques. Mais la première, c'est d'abord avoir un mode de vie sain. Très important. Beaucoup dormir, parce que personne ne va dormir à votre place. J'ai essayé, mais j'ai trouvé personne qui allait dormir à ma place, moi en tout cas. Donc, c'est important déjà un mode de vie sain. Et puis, être vraiment dans les dimensions
d'ouverture. Alors, toutes ces 6 dimensions, elles invitent en fait à des questions. Plus vous posez des questions ouvertes, plus vous allez ouvrir votre partie. Plus vous allez faire des choses qui vous font plaisir et de l'instant présent, plus vous allez augmenter jba. Voilà. Alors, et donc à partir de cet inconfort, Monsieur Laborie, que vous connaissez, j'imagine, qui a introduit les, comment on appelle ça? Les neuroleptiques, c'est ça? Les neuroleptiques durant la guerre d'Indochine. Il a remarqué que, en fait, et d'abord, il a commencé à observer les animaux. Et on a pris 3 exemples qui me semblent intéressants. Le lion, la gazelle et soit une marmotte, soit une tortue. Voilà, vous choisissez. Et vous n'avez pas le schéma, pourquoi? Moi, je l'ai ici. Ah, voilà. Donc, il a identifié, par rapport à son observation dans le monde animal, est-ce qu'il y a des gens qui regardent parfois des émissions sur les animaux? Alors, donc, le lion, imaginez le lion quand il est dans la savane et qu'il sent qu'il y a une proie. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va... Voilà, ça ne va pas durer longtemps, on est bien d'accord. Donc ça va être un mode qu'on appelle la lutte. Et en fait, cette lutte, elle va... son objectif principal, c'est de gagner et de dominer. Et avoir raison. Chez nous, les humains, c'est avoir raison. Être les plus forts, avoir raison, fermer le dialogue de sourds, hein, ça vous dit quelque chose? Voilà. Et c'est moi qui commande. Et c'est pas toi. Et c'est clair et net. Ça vous dit quelque chose, là? Voilà. Donc... Alors ensuite, cette lutte, qu'est-ce qu'elle va générer? Elle va générer de la colère, de l'agressivité, de l'énervement. Et ça, c'est le genre de patient, ou le genre d'être humain, qui à coup sûr va finir avec une hypertension, avec un diabète, parce qu'il va être toujours en colère, et avec au niveau des douleurs, ça va être des douleurs atroces au niveau du cou. Pourquoi? Parce que en fait, instinctivement, il va vouloir parler très fort, il va beaucoup parler, et donc il va solliciter cette partie, il va crisper cette partie pour s'exprimer. Alors, il n'y a aucun état qui est meilleur que l'autre. On est bien d'accord. Ce sont des modes de fonctionnement. Et parfois, dans certaines situations, on peut passer d'un mode à un autre. Alors, on va aller chez la fuite. Alors, pour moi, la fuite, c'est la gazelle. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle fait, la gazelle, quand elle voit que le lion va arriver? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'en fait, elle va chercher une issue de secours. Et donc, quel est le meilleur endroit par où je peux me casser? Donc, l'objectif de la fuite, c'est échapper à l'agression. Alors, au niveau de l'émotion, ça va être la gêne, l'angoisse, la peur. Au niveau physique, corporel, ça va être des patients ou des gens qui vont avoir, à votre avis, c'est quoi la pathologie d'Yelom? La fibromyalgie. Ils vont avoir surtout des ulcères, des problèmes gastriques. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'ils se vident pour pouvoir courir. La nature est extraordinaire. Donc, on ne nous apprend rien, tout est dans la nature. Si vous observez, vous allez comprendre comment est votre fonctionnement. Alors donc, ça génère de l'anxiété et de la peur. Alors la fuite, c'est vrai que la fuite, elle a du mal à se calmer par rapport à la lutte, et la fuite va bouger dans tous les sens.
c'est des patients qui, quand ils sont dans votre cabinet, ils sont comme ça. Vous avez déjà vu ça? Ou bien ils sont en train de مهم تقلب في الصاك هو تيدير شي حاجه هو المهم ما كيسمعلكش de toute façon il n'écoute pas. Voilà, alors après on a le mode de la tortue ou de la marmotte qui est l'inhibition. Alors la marmotte, elle, ce qu'elle veut, c'est juste être protégée. Elle veut se cacher, être protégée. Elle veut pas qu'on se... ça fait... Alors elle, physiologiquement, elle se replie. Elle commence à avoir des petites douleurs thoraciques parce que l'oxygène ne passe plus de la même manière. Elle commence à avoir des lèvres bleues, etc., etc. Et donc, elle se replie sur elle-même. Alors, on va voir comment gérer toutes ces personnes à la suite. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Est-ce que vous arrivez à identifier où est la fuite, la lutte et l'inhibition? Alors, comment ça marche ce truc? Oh là là. À la fin, je saurai comment ça marche. Alors, celui-là, c'est quoi? Le lion. Ada? Non. La marmotte. Et elle dit la gazelle. Vous voyez, parce qu'elle fait comme ça, elle réfléchit par où elle va sortir. Alors, si on ramène ça à notre cher patient, voilà, le genre de discours, voilà, je vous appelle depuis 20 minutes, etc., etc. Donc, c'est un dialogue de sourds, communication directe, énervement, agressivité. Le repérage, bon, on en a déjà parlé, donc voilà. Est-ce que vous voulez que je redise ou c'est bon? Hein, c'est bon, voilà, on passe. Alors, moi, j'aimerais, comme ça, ça vous sert pour la suite. Quelle couleur vous mettrez à ce patient? Rouge, ok. Alors, comment gérer le patient? Alors, le patient, on va se dire qu'on a deux boutons. On a un bouton rouge et un bouton vert. Le bouton vert, c'est quand même des attitudes positives à adopter quand même avec modération. Le bouchon rouge, c'est faites attention avec ce genre de patient. Si vous n'avez pas toutes les infos, si vous n'avez pas une communication directe dans le respect, il faut d'abord lui dire qu'il a raison. Ça, vous êtes tranquille. Même si ça... Il faut mettre votre ego de côté et dire oui, vous avez raison, installez-vous, on va discuter. Et ce genre de personne est très intéressant parce que il reconnaît et il est capable de coopérer. Et ce sont de très bons patients à la longue parce qu'ils respectent exactement ce qu'on leur dit de faire parce que dans leur mode de fonctionnement, ce sont des patients pour qui le temps est précieux. Donc, il ne va pas venir vous embêter comme ça. Donc, si vous l'identifiez, tout de suite, allez-y. Soyez précis, exact, partagez les responsabilités, simple, logique et bien sûr prendre en considération son état. OK? Alors, la fuite, quelle couleur vous mettez? Jaune. Chacun met sa couleur, comme ça, quand il aura affaire, il va faire un ancrage par rapport à ce qu'on vit ici. Donc, la fuite, en fait, la personne, quand elle est en fuite, elle n'est pas du tout structurée dans sa tête, contrairement à la lutte. Et donc, quand vous allez lui parler de sa maladie, quand vous allez parler de son traitement, il se pourrait qu'elle n'enregistre pas. Donc, il faut y aller doucement et structurer, aller par étapes. Peut-être qu'il ne faut pas lui donner tous les traitements tout de suite. Peut-être qu'il faut y aller par étapes, parce qu'elle a besoin d'intégrer, elle a besoin de temps. D'ailleurs, c'est le genre de patient qui, à un moment, surtout dans les maladies auto-immunes, qui se lasse. Et après, bon, c'est un peu difficile de le remettre en selle, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas le forcer à s'engager.
il faut pas lui donner des questions fermées, il faut pas le juger en lui disant bah, faut être courageux, voyons. Bah, voilà. Votre traitement, ça fait maintenant des années que vous le prenez. Bah, soyez courageux. C'est pas du tout ce genre de personne là. Il faut juste reconnaître son état. De toute façon, dans les 3 modes de fonctionnement, je pense que le plus important, c'est de reconnaître l'état. Et même vous, si vous êtes énervé, que je dis mais pourquoi tu es énervé? Ça vous fait plaisir? Non. Ok. Donc voilà, organiser ses pensées, les exprimer, percevoir les enjeux, chercher des solutions, reformuler ses réponses, étant convivial et participatif. Alors ce genre de malade, il faut lui demander qu'est-ce qu'il vous propose. C'est l'inverse, c'est lui le médecin. Donc vous proposez, vous dites voilà, vos diagnostics et tout ça, mais maintenant, moi j'ai un traitement, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà. Pour qu'il soit coopératif. Je sais qu'il n'y a pas de temps, mais quand vous repérez les mécanismes, vous pouvez aller très très vite. Vous pouvez aller très très vite. On ne va pas rentrer dans beaucoup d'explications, mais vous savez que tel patient, vous pouvez lui fourguer, je ne sais pas moi, son ordonnance, elle peut avoir un traitement de 10, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais plusieurs médicaments, et bien la fuite, peut-être faut condenser. Des petites choses comme ça, juste pour repérer. Parce qu'en fait, lui, à un moment, il devient... il a plus envie. Il n'a plus envie de prendre. Et dans les maladies auto-immunes, on voit beaucoup ça. Parce que c'est des choses qui sont chroniques et ça dure longtemps. Et donc voilà. Donc l'idée pour ce genre de personnes, c'est l'amener à coopérer et à être participatif. Alors après, on a l'inhibition, la tortue. Vous mettez quelle couleur? Vert. Ok. Alors l'inhibition, c'est la personne qui rentre chez vous, elle va presque raser le sol. Elle est nonchalante, aucun enthousiasme, et tout ça. Bon. Hein? Ils sont très rares, et pourtant ça existe. Et puis elle va être tout le temps en train de soupirer. Donc voilà, donc c'est le genre de patient. Hein? هادو بعدا عارفين هاد la catégorie. Hein? Voilà, donc alors oui, cela généralement c'est les patients obèses, nonchalants, problèmes d'allergie, beaucoup de problèmes d'allergie de peau, et des infections ORL souvent, et des douleurs au niveau thoracique. Voilà. Et souvent ils ont un problème de température, ils ont froid. Vous avez remarqué ça? Hein? شنو قلتي؟ Voilà, oui, peut-être que oui, c'est vrai, ils font des problèmes de thyroïde aussi. Donc voilà, il est découragé, etc., etc. Donc voilà. Donc là, vous avez dit, c'est la couleur verte. En fait, ce genre de patient, il a juste envie de fermer les yeux et de tout abandonner. Alors, donc on va voir lui, alors quel bouton rouge et quel bouton vert, on va lui... Inhibition, voilà. Alors, comment gérer l'inhibition? Toujours avec l'histoire du bouton vert et du bouton rouge. Alors, l'inhibition, il faut surtout pas le forcer à être autonome. Autant la fuite, il faut le forcer à être autonome. Autant la lutte, c'est partagé. Autant Hada, il faut surtout pas lui demander. Mais en même temps, il faut aller sur ses qualités humaines. Vous avez été courageux jusque-là, je vous félicite, etc., etc., etc. Et on a vu les progrès, etc., etc. Voilà. Consoler. N'oubliez pas que son objectif, c'est d'être... Pardon? D'être protégé, exactement. Alors... Moi, dans cette histoire, et vous dans cette histoire, comment faire pour ne pas exciter ces dimensions du préfrontal? Imaginons la personne qui rentre chez vous et qu'elle est en mode lutte et que vous êtes en mode lutte. Nérimoué. Ça va chauffer. Donc, en fait, les dimensions qui excitent, c'est un appât pour le limbique, c'est justement
ces craintes de changer d'habitude. Le refus de la réalité. Il y a des maladies où c'est quand même difficile d'accepter. Donc il faut donner un peu de temps. Les histoires de blanc, c'est noir. Le cerveau, en fait, il devient binaire. Il n'y a pas d'autre ouverture. Donc pensez toujours à l'ouverture. Même si chez vous, ça tape, il faut aller vers l'ouverture. Voilà, donc pour aller dans des, on va dire, des situations plus adaptées, voilà. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, acceptation de la réalité, perception de la complexité des choses. Ce patient, bon, c'est vrai, il est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à me battre contre ce patient ou bien je vais accepter la réalité? Ben, il est comme ça. Donc, avant qu'il vienne, je sais qu'il va rentrer, je me mets en condition, et puis voilà. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que je l'amène là où il doit aller. Parce que dans notre société, contrairement aux sociétés nordiques et européennes, on passe beaucoup de temps dans le process et on oublie l'objectif. Si votre objectif est de soigner ce patient, c'est d'essayer de le faire le plus confortablement pour vous et pour lui. Voilà. Alors ça, c'est des exemples de scénarios relationnels. Si moi, je suis dans la fuite, lui, il est dans la fuite, c'est comme si on joue au tennis, d'accord? Si fuite, lutte, il s'impatiente, il s'exaspère. Si moi, je suis en fuite, lui, il est en inhibition d'action, il souffre, sentiment d'abandon, d'accord? La lutte, il a peur, il se sent étouffé, faire des gaffes. Quelqu'un qui est en lutte, par exemple, on prend un médecin qui est en lutte. Ou l'inverse, pardon. On va prendre un patient qui est en lutte et un médecin qui est en fuite. Le médecin, il va être terrorisé. Il va croire qu'il va faire des erreurs. Sa pensée ne va plus être structurée. Même si il sait, il a confiance en lui et tout, mais bon, dès que le moment, c'est inadapté. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Ok. D'accord? Donc, voilà. Bon, ça, c'est des scénarios. Bon, on pourrait en parler des heures et des heures. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va aller chez le docteur. Alors, qu'en est-il du médecin? Vous, quel genre de médecin vous êtes? Est-ce que vous êtes revendicatif? Non, c'est important aussi de savoir à ce moment-là dans quel état vous êtes. C'est très important de connaître votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes disponible à ce moment-là? Est-ce que vous êtes... Souvent, on n'est pas disponible, mais ce n'est pas que vous les médecins, c'est dans beaucoup de situations. Est-ce que je suis en bonne condition physique? Est-ce que je ne suis pas en hyper-investissement? Est-ce que je n'ai pas beaucoup travaillé? Est-ce que je n'ai pas assez dormi? Vous voyez? Est-ce que j'ai eu des interventions? Et donc, est-ce que je ne suis pas en hyper-investissement par rapport à mon travail à ce moment-là? Et donc, je ne suis pas disponible. Est-ce que la prise en charge clinique est suffisante pour ce patient? Dans les cas de maladies chroniques ou dans les cas de maladies auto-immunes? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être sensibiliser c'est pour ça que je dis parfois, vous avez juste besoin de sensibiliser la personne et après, le temps, ça passe très très vite. De sensibiliser la personne sur son mode de vie ou de lui demander d'être accompagnée par Sonia Ben Saleh, par exemple. Je plaisante. Et voilà, donc le patient, parfois, il a besoin d'un support psychologique. Voilà. Et on ne se rend pas compte, parce qu'on est tellement sur mode automatique, on fait le diagnostic, on regarde les symptômes, on parle vite fait, et puis on fait l'ordonnance. Alors que parfois, vous avez peut-être besoin aussi pour le malade, d'une autre aide. Et à ça, il n'y a que l'écoute. Comme vous dites, il n'y a que l'écoute qui peut... Et l'écoute, alors l'écoute, il y a des écoutes actives et il y a des écoutes qui ne sont pas actives. Et l'écoute active, c'est d'être dans l'instant présent. Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est notre meilleur ami, mais ça peut être notre pire ennemi. À savoir qu'en 1 minute, votre cerveau, il a une tapée d'informations. Ici, c'est le passé. Ici, c'est le présent. Et là, c'est le futur. Alors, je vous défie, dans une journée, d'être tout le temps ici. On est souvent là, parce que c'est du connu, d'accord?
il va me redire la même chose, je vais refaire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Hadi? Donc on va dans le futur. Mais comment peut-on construire un futur alors qu'on est dans le passé? Et donc notre attention, elle est tout le temps dans ce mouvement-là. Alors c'est simple, vous vous posez, on va faire un exercice à la fin, et vous allez voir que c'est un exercice que vous pourriez faire après durant la journée, plusieurs fois par jour. Et en fait, l'idée, c'est que vous vous posez ici. Quand vous vous posez ici, déjà, vous avez fait le vide. Pardon? Voilà, on vit le présent, on se connecte, en fait, à notre propre nature qui est juste dans cet instant. Et la seule vérité à ce moment-là, c'est notre respiration. Point. Tout ce qui est autour, ça n'a aucune vérité. Je suis là, assise, je respire. Point. Et j'écoute. Et vous allez voir que vous allez être moins fatigué la journée. Vous allez voir que votre patient va sortir plus vite et que ça va être une meilleure qualité de vie au travail. Donc alors, je vous invite à la réflexion. Quelle est votre couleur à vous par rapport aux couleurs qu'on a vues? Hein? Je connais quelle grise. Grise, ما كان rouge, كان jaune, hein? Ou vert. ياك ها شي نوع ما كاينش ma boîte elle s'appelle caméléon justement. Non, sérieux, je vous invite à réfléchir, vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais juste pour vous, j'imagine, heureusement qu'on s'adapte, hein? Bien sûr, mais justement, c'est de comprendre, d'abord dès que le début, quand tu comprends ton mode de fonctionnement, tu passes plus par dès que le début. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous prenez conscience de votre mode de fonctionnement. Bon, bien sûr, il faudrait plus qu'une heure, plus qu'une demi-heure pour rentrer dans les détails, mais déjà juste vous sensibiliser au fait que le comportement et nos attitudes vont développer nos aptitudes. Voilà, c'est ça. Et c'est comme dans le sport, c'est comme partout. Donc voilà, l'étude des comportements est au cœur pour moi de toute démarche préventive, vraiment. Et autant l'environnement, le mode de vie et la qualité du travail. Pour moi, sourire à la maladie, c'est quelque part lui laisser le temps de disparaître. Et donc sourire à la maladie, c'est sourire aussi à vous. Voilà, donc prise de conscience et penser à la prise en charge dont il a besoin en dehors de l'apport clinique. C'est vraiment, moi je vous invite à réfléchir à ça. Quelle est votre couleur? Comment je suis quand le patient rentre? Et comment je pourrais faire pour être dans l'ouverture et dans l'accueil? En optimisant le temps. C'est un grand challenge, mais vous allez devenir de très grands sportifs. Comment? Alors, quand je revenais tout à l'heure à l'histoire de l'hyperinvestissement, en fait, pas que dans votre métier, mais dans plusieurs métiers et dans la vie en général, on a beaucoup d'exigences. Et parfois, on n'a pas les moyens qui suivent. Alors, quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément les moyens financiers. Les moyens, quand je dis que c'est une pyramide inversée, parce qu'en fait, la tête, elle est tellement pleine d'exigences, et à la base, il n'y a pas beaucoup de moyens. On est fatigué, on a des soucis, on a même, nous, des problèmes de santé, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer au maximum les exigences par rapport aux moyens que vous avez en œuvre. Est-ce que ça va jusque-là? Bien, alors moi, à mon niveau, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais vous offrir un petit exercice de fin de session. Au début, l'exercice qu'on a fait des mains, c'était pour identifier les modes automatiques. Maintenant, on va aller dans le préfrontal. Vous allez voir la différence. Et avant de commencer l'exercice, je vous invite à penser soit à ce patient qui vous énerve, ou qui vous rend la situation inconfortable, soit à une autre situation où vous devez trouver une solution et que vous ne l'avez pas trouvée encore. Donc une petite introspection, vous n'allez pas partager, vous allez garder ça pour vous.
Et puis, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ferme la porte et que ça reste calme. Là, pas d'hypnose. L'hypnose. L'hypnose, c'est les médecins qui doivent la faire, c'est pas nous. Alors, on y va. Je vais vous demander de vous installer confortablement dans votre chaise. Et je vais faire pareil avec vous. Allah. Bismillah. Alors, les pieds bien au sol. Les dames qui ont des talons, elles peuvent enlever les talons pour bien sentir le sol, s'il vous plaît. Pardon? Sur scène? Ah, d'accord. Mais alors, il faut m'aider pour la chaise, s'il vous plaît. Parce que j'ai... Pardon. C'est comme j'ai un problème au dos. Hop. Je vous mets un peu plus en arrière. Non, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Bon, là, c'est la star, hein. Ouh là là. Alors, donc, on y va. Mesdames, vous enlevez vos talons, s'il vous plaît. Vous vous mettez bien les pieds au sol. On ferme les yeux. Les mains sur les cuisses. Voilà. Et on prend conscience de son corps sur cette chaise. La plante des pieds sur le sol et l'arrière sur le dossier de la chaise. Et je vous demande d'être silencieux pour les autres, s'il vous plaît. Et dans cet état, vous allez prendre conscience de tous les bruits qui nous entourent. Les bruits de dehors, les bruits du photographe, les bruits de la porte, le son de ma voix. Et dans cet état de présence, vous vous offrez un petit moment à vous, de se connecter à cet instant. Il y a des pensées qui vont vous traverser, vous les laissez. C'est comme le train qui s'arrête à la gare, vous déposez sur le quai. Et puis, vous allez imaginer un magicien avec une belle plume. Et cette plume, elle va venir caresser notre corps pour nous enlever toutes les énergies négatives et tout ce que nous avons enregistré de cette journée qui pourrait polluer notre corps et notre esprit. Alors vous imaginez cette plume qui commence par les orteils, les chevilles. Prenez conscience de votre corps, tibia, genoux, cuisses, bassin, sternum, clavicule, cou. La bouche est entrouverte, on sent l'air qui rentre frais, le visage est détendu, le front lisse, on remonte sur le haut du crâne, on redescend avec cette plume en arrière du crâne, le cou, les épaules, les clavicules, dans les omoplates, le bas du dos, l'arrière du dos, le bas du dos, l'arrière du dos, le bas des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets et les talons. Et dans cet état de plénitude conscience, vous allez amener votre conscience sur la respiration et imaginer votre respiration lente, détendue. Comme des vagues régulières et douces. Vous prenez conscience des battements de votre cœur
Calme. Et vous pensez à des mots qui vous font plaisir. Harmonie, sérénité, équilibre, joie. Et vous respirez profondément. Et petit à petit, vous pianotez avec vos mains, tout doucement. Vous bougez vos orteils. Vous bâillez si vous avez envie et vous revenez ici et maintenant en vous étirant comme si vous avez dormi des heures et des heures. Et sans parler, sans discuter, vous allez sur votre problématique et vous mettez la réponse qui vous vient à l'esprit. Alors cet exercice s'appelle un exercice de multisensorialité. En fait, l'idée, c'est de se connecter à son corps. Vous savez que la bonne santé, c'est quand le mental est aligné au corps. Donc voilà, donc c'est un exercice en neurosciences qui permet au cerveau de lâcher. Voilà. À mon niveau, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre implication. Je vous remercie de m'avoir permis de vivre cette expérience, en tout cas pour moi. Et voilà, s'il y a des questions. Merci. Merci Madame Sonia pour cette excellente présentation. Avant de prendre vos questions, si vous en avez, je voudrais juste remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à la clôture de ce premier printemps de rhumatologie. Et donc, la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette thématique? Est-ce que vous avez dormi? Est-ce que vous êtes relâché? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Et c'est pas de l'hypnose, hein, du tout. Non, c'est Oui. du lâcher-prise. Professeur C'est du Hassani. lâcher-prise. Ouais. Merci, Madame Ben Salah, pour votre présentation. Je voudrais avoir votre avis quant à un objet d'ancrage quand on a une situation conflictuelle avec un patient et de quitter la salle et d'aller vers notre objet d'ancrage et de le regarder et diverser toute, on va dire, toute la situation de stress du moment T et de revenir tout calme. Bien sûr. À partir du moment, alors de ce que j'entends, c'est que vous avez un ancrage. De ce que j'entends, c'est que vous l'utilisez en période de stress et donc ça vous permet de revenir tout calme. Maintenant, ma question pour moi, est-ce que cet ancrage, vous le faites quand votre patient est avec vous? Ah, d'accord, oui, bien sûr. Mais de toute façon, même si votre patient est avec vous et que vous avez besoin de cet ancrage, vous pouvez le verbaliser. Le plus important, c'est la communication. Dites, excusez-moi, j'ai besoin de chercher quelque chose. Vous allez dans votre petit coin, 30 secondes. Vous savez combien ça nous a pris de temps, cette multisensorialité, à votre avis? Dites-moi. Comment? Combien? 10 minutes. Oui, mais vous n'étiez pas avec nous, donc vous avez peut-être chronométré. Ça nous a pris combien de temps? 1 minute. Je pense que c'est pas plus qu'1 minute. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire dans votre voiture. Plus vous vous entraînez, plus vous allez avoir la capacité de le faire n'importe où. C'est ça qui est extra. C'est l'entraînement. Donc par rapport à votre ancrage, bien sûr, si ça vous fait du bien, bien sûr. Ça peut être même juste se laver les mains, mettre les mains dans l'eau froide. Ça peut être changer d'espace. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui?
Je vous donne. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était passionnant pour Merci. le moins. Merci. Je voudrais savoir comment on peut faire pour gérer une situation qui se présente lorsqu'on a, par exemple, un patient revanchard, on va dire, et qu'on arrive à gérer notre propre stress face à lui, Oui. mais qu'on peut tomber dans l'excès. Je veux dire, il m'arrive personnellement de tomber dans une espèce d'empathie pour lui. Et alors, comment faire pour éviter ce passage vers l'empathie exagéré, je veux dire, parce que le problème est qu'il y a des patients qui en profitent après, Bien sûr. qui vous harcèlent. Bien sûr. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une technique Oui. pour ne pas tomber dans l'empathie? Oui. Merci. Il y a alors les techniques. Souvent, bon, dans votre métier, vous êtes très altruiste. Je veux dire, on n'accompagne pas l'humain si on n'a pas ces qualités-là. Hein. Vous êtes altruiste, vous avez de l'empathie, vous avez d'énormes qualités qui font que vous pouvez soigner un malade. Maintenant, c'est vrai qu'à quel prix? Et par rapport à ce que j'entends chez vous, et corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît, c'est que vous avez du mal à mettre vos limites. Voilà. Et donc à dire non. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire chez vous, justement, de dire non. Si on revoit l'image du cerveau, essayez de réfléchir par rapport aux dimensions. Et puis, si vous voulez, on en parlera. Mais c'est intéressant, justement. C'est parce que votre valeur de l'empathie et de l'altruisme peut devenir un handicap à un moment. Parce qu'en fait, on a tous un système de valeurs. Et les valeurs, vous voyez, quand on écoute la musique, on peut mettre le volume haut, ça nous casse les oreilles. Puis on le met tout bas, on n'entend plus. Donc l'idée, c'est d'adapter ces valeurs à la situation. Et parfois, c'est difficile, je conçois tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci.